D'abord, l'entrepreneur, vous le savez, moi, je vais pas vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, je ne vais pas vous faire le portrait, mais l'entreprise, ça commence par soi. Moi, j'ai interviewé un certain nombre d'entrepreneurs. J'ai interviewé, par exemple, ils m'ont raconté, je vous raconterai, d'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai Brin et Page, les créateurs de Google. Il y a 10-15 ans, je les ai vus il y a 10-15 ans aux États-Unis, et ils m'ont raconté, ce n'était pas l'histoire du garage, simplement comme Steve Jobs. C'était qu'au début, je dis ça parce que c'est vraiment le parcours. Au début, quand ils sont arrivés, ils ont montré, ils disent, voilà, on fait un moteur de recherche qui s'appelle Google. Et ce que les autres leur ont dit, ils m'ont raconté, ils ont vu des tas de monde qui sont allés. Ils disent, mais attendez, il y a déjà Yahoo, il y a déjà tout ça, mais qu'est-ce que vous apportez? Et pendant 4-5 ans, ils sont restés à regarder. Page, je parle de Google. Vous savez très bien ce que c'est aujourd'hui. Et un jour, un business angel, comme on dit, là, les anges, est venu les voir et a dit, bon, écoutez, racontez-moi. Ils ont passé 4 heures à la raconter. Et ils ont dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, vous avez besoin de combien pour développer votre projet et en faire un projet workable, comme disent les Américains, disons, qui peut être acté. Il leur a dit, écoutez, on a besoin de 25 millions de dollars. Le type a dit, ouais, pas de problème, à une condition, je veux 25% de votre société. Je ne dis pas aujourd'hui combien ce type, avec ses 25 millions de dollars, a gagné. Je vous laisse effectivement le soin de voir. Pourquoi je dis ça? Parce que l'entreprise, c'est un sport de combat. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que l'Amérique, j'en ai parlé ce matin, je suis absorbé et fasciné, et que je lis comme un roman d'aventure, la biographie d'Elon Musk par Walter Isaacson, que je vous conseille vraiment, tous, que vous soyez entrepreneur, futur entrepreneur, ou même pas du tout entrepreneur, de lire. Pourquoi? Parce qu'il montre 4 choses. Il montre ce que c'est que la volonté. Il montre comment ce type, qui est vraiment sorti d'une petite famille, je ne dis pas misérable, mais enfin très modeste, qui se dit « je vais aller dans la Lune », alors qu'il y a la NASA. Attention, c'est l'Amérique des projets, l'Amérique du privé, l'Amérique de l'entreprise. Ce n'est pas la France. La France, c'est formidable, parce qu'en France, on double les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on dit que ça ne suffit pas, on va mettre McKinsey. Magnifique. Et on paye 2 fois l'administration. Une fois parce qu'ils sont là, et une autre fois parce que ça ne suffit pas, oui, ils ne sont pas bons les nôtres, on amène McKinsey, dont les doyens gagnent à 700 $, évidemment, de l'heure. C'est intéressant. C'est-à-dire que le problème est à revoir. Il ne s'agit pas que la France soit comme l'Amérique, pas du tout. Il s'agit que, est-ce qu'on fait confiance à la décentralisation? Est-ce qu'on peut être un peu girondin, un peu plus que jacobin? Deuxièmement, on fait confiance aux gens qui font des choses, qui font vraiment des choses, qui amènent, et qui ne font pas. Moi, au début, vous savez, je me disais, quand j'ai commencé avec le journalisme, vous voyez beaucoup de sociologues, de psychologues, etc. C'était bien la sociologie. À un moment donné, je me suis dit, mais attendez, qui fait les choses? Qui crée les emplois? Je n'ai rien contre les sociologues, je n'ai rien contre les psychologues. Il en faut et il faut interpréter le monde. Mais il s'agit aussi, comme disait un certain Karl Marx, mais pas dans le même sens, de le transformer. Qui transforme? Qui transforme? Qui crée les conditions qui crée les choses et qui, justement, l'État, au lieu d'être une espèce de nounou qui voit tout et qui pompe tout ce qu'il y a comme impôt, on aimerait savoir d'ailleurs où il passe notre argent, parce qu'on aimerait peut-être une autre répartition. Mais au lieu de tout prendre, au lieu de répartir, et au lieu de voir, enfin on l'a dit, ça c'est un cliché, c'est une vérité de la palisse, c'est une banalité de base, qui crée les emplois en France, qui crée les emplois productifs, enfin vous savez ça mieux que moi. Donc, revenir à ce que c'est que tous les portraits d'entrepreneurs, j'ai aussi interviewé Steve Jobs. Et dans un autre genre, je parlerai ensuite de communication. Et je parlais de quelqu'un dont on peut considérer qu'il a été ce qu'il a été, un voyou ou autre, mais c'est quelqu'un qui a fait rêver les Français, c'est Tapi. Et pourquoi je parle de Tapi? On va parler en communication, mais je reviens à ça. Musk, c'était très intéressant. Comment il s'est dit, il lisait des BD. Grand lecteur de BD, il dit, moi je vais aller dans l'espace. Tout le monde regardait, il dit, attends, l'espace, fusée dans l'espace, ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est bien, là, celle-là est là, mais ça fait rêver. C'est des choses comme ça qui l'ont fait rêver. Et il a dit, un jour, je vais le faire. Et il a commencé à quoi? Il a commencé, parce que c'est le travail, c'est d'abord le travail, il a commencé à tout lire, tout regarder, toutes les revues. Il a commencé à dire, où sont les gens qui font des fusées? Qui était à la NASA et qui n'est plus à la NASA? Il a fait pendant des mois, il a fait de l'enquête, du casting, etc. Qui peut venir avec nous? Il dit, oui, au début, hein, tu ne vas pas être très, très payé, mais on part.
Il a commencé sans du tout avoir s'il allait avoir des subventions de l'État et tout ça. Pas du tout. Il a commencé à bâtir. Surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire de SpaceX, il a échoué 3 fois. Trois fois, ça s'est cassé la gueule. Et on lui a dit, bon, mais non, tu arrêtes, enfin, tu as vu ce que tu as dépensé, tu n'as plus un sou, tu es complètement à la ramasse. Il a dit, non, on va faire une 4e fois. Et ce qu'il faisait, alors qu'il avait déjà beaucoup d'argent, mais il n'en avait plus là, ben, il couchait dans son usine. Il avait mis un matelas dans son bureau, et il couchait là-bas. Et il connaissait tous les matériaux. C'est ça qui est intéressant. Il n'était pas ingénieur lui-même, mais il connaissait tout. C'est-à-dire que quand ces ingénieurs venaient le voir, il savait ce dont il parlait. Ce n'est pas seulement le type qui donne de l'argent ou le type ceci. Non, il regardait. Et après, quand il y a eu le 4e et que ça a marché, la NASA lui a donné, et c'est aujourd'hui, SpaceX, c'est en dehors du public, c'est la plus grosse entreprise de fusée dans l'espace aujourd'hui. Bon, Tesla, même chose. Il est un fou amoureux de voitures. Il commence à se dire, oui, la voiture électrique, ça va peut-être marcher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le même bureau les designers et les ingénieurs. Il a dit, il faut arrêter de dire, il y a d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les designers. Non, moi, je ne veux pas une voiture. C'est la voiture électrique, je veux que ça soit beau. Je veux que le mec qui achète ça, parce que c'est très cher, qui achète ça comme il achèterait une Jaguar Type E, etc. Troisièmement, Twitter, c'est très intéressant. Parce qu'on dit il achète Twitter pour 44 milliards de dollars. Aujourd'hui, à 52 ans, Elon Musk pèse 250 milliards de dollars. On va revenir à la France. Mais il l'achète, et il y a eu quelque chose de formidable dont personne n'a parlé ici. Fox News, qui est l'une des plus grandes compagnies mainstream américaines, organise le débat des Républicains il y a 2 semaines. Il y avait donc 7 candidats à la présidence de 2024, ça c'est novembre 2024. Et puis, ils organisent tout le monde et ils demandent à Trump de venir. Trump dit non, Trump en avance dans les sondages. Et Trump va où? Il va chez Tucker Carlson, ancien journaliste vedette de Fox News, qui est passé où? Chez Twitter, qui a son émission quotidienne, ou je crois 3 fois par semaine, sur X Twitter. Bien. Chiffres, résultats, ils sont passés même jour, même heure, évidemment, la concurrence. Résultat, 22 millions d'auditeurs et téléspectateurs sur Fox News, 250 millions en 4 jours sur Tucker et Trump. C'est-à-dire qu'un média alternatif, qui n'est pas une télévision mainstream, arrive aujourd'hui à capter, bon, vous allez me dire c'est Trump et Carlson, mais en général, et donc c'est pas quand Elon Musk a fait ce calcul, il se dit mais attends, Twitter, X, ça peut amener énormément de gens, et il a ouvert sur le principe de la liberté. Il a fait les poupées russes, il a ouvert le cercle de la marmite, c'est là qu'on a su comment le FBI avait pesé sur le Covid, sur les informations, etc., pour dire à Twitter, là vous censurez, là vous ne censurez pas. Amérique, soi-disant pays du premier amendement, effectivement de la liberté absolue d'expression. Ben, c'était pas tout à fait ça. Chez nous non plus. Je veux dire par là que résilience, persévérance, alors on n'est pas tous un génie des Elon Musk, il y en a 10 par siècle, mais peu importe, à n'importe quel niveau, mais quand vous amenez de l'innovation, quand vous amenez de la résilience, quand vous amenez de la persévérance, quand vous amenez des gens qui se disent « oui, mais on savait que c'était impossible, mais il l'a fait quand même ». Et c'est vrai que là, on a une révolution culturelle politique à faire en France, sans vouloir du tout comparer à l'Amérique, on a notre propre génie et c'est très bien comme ça, mais de dire « attendez, l'État, qu'est-ce qu'il doit être ?» L'État doit être chorégraphe. L'État ne doit pas être « ah oui, moi je dis, ah oui, c'est lui-là, et moi je vais donner aux copains, et moi je vais donner aux coquins, et moi je vais donner à ma belle-sœur, et moi je vais donner à ma maîtresse, etc. » Non, l'État ne doit pas être dans le capitalisme de connivence. L'État doit être dans la méritocratie. Et que quand on a un très beau projet, ils se disent « bon, on va voir qui, on va mettre qui en relation avec qui ?» Ce que fait là Laurent, et puis, mais ça, en fait, ça devrait être vraiment quelque chose, mais qui soit non seulement subventionné, mais je dirais, aidé par l'État. C'est ce qu'on appelle la chorégraphie. Tiens, qui je veux mettre tel avec tel? Qui peut aider tel avec tel? Monsieur parlait de ce qui se passe avec la roue et le handicap. Mais c'est formidable. Quand on voit ça, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire et avec qui? Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas l'argent.
Bon, on le sait très bien, enfin, et ne me prenez pas pour un populiste de base. L'argent, il est là, c'est pas l'argent qui manque, c'est l'emploi de l'argent, c'est l'orientation de l'argent qui est donné à qui? Pardon, je ne veux pas faire de l'antifonctionnarisme primaire, mais qu'est-ce qu'a fait un type qui a passé toute sa vie dans une école formatée? Il comprend à la réalité de l'entreprise et de ce qui se passe à la base, mais du boulanger, de l'artisan, etc. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas dans le côté, je veux dire, organisation par le haut, et par le haut, on sait tout ce qu'il y a. Vous savez, c'est le camp du bien. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Non, non, vous ne savez pas ce qui est bon pour moi. Oui, mes parents savent quand j'ai 4 ans. Mais après, à 20 ans, peut-être que je peux, par moi-même, commencer à avoir des décisions. Donc, je crois que c'est très important, cet esprit d'entreprise. Et alors, je vais finir là-dessus, vous parler de Tapi, qui a été quelque part un peu voyou, qui a été ceci et qui a cela. Mais moi, ça ne me rajeunit pas. J'ai vécu le temps d'ambition, son émission, etc., etc. Ce qui était formidable avec Tapi, et il y en a d'autres, il a fait rêver. Mais il a fait rêver comment? Il a fait rêver en faisant justement ce que vous faites ici. Il a amené sur TF1 des projets, des gens qui faisaient telle ou telle chose. C'était exactement ça. Mais si on ne fait pas ça, si on ne fait pas non seulement rêver, mais dire aux Français, allez-y les gars, allez, retroussez-vous et faites quelque chose. Et pas, attends mon petit bébé, je vais t'amener ta petite... Parce que le problème aujourd'hui, pardon, et je vais résumer, on vit dans un monde, et c'est pas seulement la France, où un certain nombre de gens, je ne vais pas les nommer, vous disent, écoutez, cette société, ce monde peut marcher avec 20%. Hein, il y a 20% de productifs, et les gars de 20%, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, on les assiste. Donc, on va faire en sorte que ces gars de 20%, on ne les laisse pas mourir de faim, on va leur donner du pain, de la brioche, mais qu'ils la ferment. Qu'ils la ferment, nous on sait ce qu'il faut faire, et nous on va faire ça avec les 15 à 20% qui comptent. Ben, c'est comme ça qu'on va faire avancer le monde, c'est comme ça qu'on va faire un pays. Non, non. Où sont, quand il y a une initiative quelque part, quand il y a une innovation quelque part, quand il y a une envie de faire quelque part, mais la première chose à faire, c'est de l'aider. Après, ça marche ou ça marche pas, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule, ça fait partie de la vie. Et on recommence. Tu tombes, ben tu tombes, et puis tu te relèves, et tu retombes, et tu te relèves. C'est ça. Et j'espère que nous allons arriver, et je pense que vous y participez vraiment, à cette culture-là, qui est la culture de dire, c'est la culture de l'aventure. Enfin, la vie, c'est quoi? Pardon, c'est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. On sait qu'on est en CDD, ok? On ne sait pas quand, mais on sait qu'on est en CDD. Eh bien, profitons-en et entreprenons. Merci. Merci André. Il y a certainement des questions dans la salle. Alors si vous avez une question, levez la main, on vous amènera un micro. Il reste oui. Bah donc, alors en attendant que le micro vous arrive, moi j'ai une question pour André, puisque j'en profite. Hein. Alors on est à l'antenne, on se vous voit. Hein, à l'antenne, on se vous voit. Voilà, pas ici. Bon, alors on va se tutoyer. On est ici au Ludilab, et comme tu le sais, le Ludilab, c'est en bon français un living lab, un tiers-lieu, comme disent les Québécois. Et tu sais que les tiers-lieux sont faits pour booster l'innovation. Hein, ça a été inventé par des chercheurs du MIT dans les années 80. Et donc, c'est quoi un tiers-lieu, un living lab? C'est un lieu où on réunit 5 types de personnes, donc des chercheurs, des artistes, des start-upers, des entrepreneurs et des usagers. Et ça, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que tu as pu constater dans tes rencontres que ça fonctionnait vraiment? Et quelle vertu tu vois à ce type d'organisation? Bon, pour autant, je ne vais pas avoir la prétention de dire ce qu'il faut faire et s'organiser. Simplement, je crois que ce qui est extrêmement important, et de ce point de vue, le Ludilab correspond, c'est de mélanger les genres. Encore une fois, je ne vais pas faire travailler les gens chacun dans son coin. La communication dans son coin, le designer dans son coin, l'ingénieur dans son coin, le producteur dans son coin, et l'usager, évidemment, mais l'usager, c'est lui qui va faire que cette entreprise va vivre ou pas. À la fin at the end of the day, comme disent les Américains, bon, ben, on t'achète ou on t'achète pas. On a envie de prendre ton projet, on n'a pas envie de prendre ton produit, pardon. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement important de croiser les cultures. C'est vraiment un côté multiculturel au bon sens du terme.
c'est pas du tout la pluralité du n'importe quoi. C'est que quand il y a un projet, et justement, chacun amène sa richesse, et l'usager aussi peut dire, attends, par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui me manque, que je ne vois pas. Mais le plus important, c'est que les gens, effectivement, à un moment donné, arrivent avec quelque chose et se disent, oui, mais moi, attends, là-dessus, je peux développer. Et ce qui est très important aussi, c'est pour ça que le tiers-lieu, c'est très important, et puis de dire que c'est pas du caritatif, parce qu'on a l'impression en France, quelquefois, que quand on est d'entreprise, c'est du caritatif. Non, non, c'est pas du caritatif. Vous croyez qui fait marcher la machine ici? Qui fait marcher l'emploi, quand il y en a encore? Donc je crois beaucoup, effectivement, aux lieux, aux réunions, et surtout à croiser, à une seule condition, on revient à ça, c'est le travail. Si ça se fait comme ça de temps en temps, et que ça se fait du façon... je dirais, comment dire, au petit bonheur la chance, évidemment, ça ne marchera pas. Je rappelle que vraiment, le boulot, vous savez, c'est l'inspiration et la transpiration. 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Je rajouterais l'amour aussi, parce que love can do. C'est vrai. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Il y a des questions. Est-ce que vous pouvez en profiter en posant votre question pour dire ce que vous faites? Je pense notamment aux porteurs de projets qui sont dans la salle, mais pas seulement. La parole. Allez-y, monsieur. Pardonnez-moi, ça va être une question un tout petit peu politique. J'ai l'habitude de vous suivre sur les médias, qui sont les médias off mainstream. Je regarde pas beaucoup, mais j'ai remarqué que tous les médias mainstream disent la même chose, un peu de copier-coller, et font du mal à l'intelligence des hommes. Je m'explique, c'est des visions totalement binaires, sans nuance. Vous développez un axe qui permet de nuancer les choses. Il n'y a pas les gentils, les méchants, les masqués, les non-masqués, les vaccinés, les non-vaccinés, les juifs, les pas juifs, les palestiniens. C'est fatigant. Et je pense que les hommes qui sont des Français aujourd'hui, qui sont quand même un peu éduqués, se disent non, ce machin-là, c'est un gros bordel, quoi. J'adhère pas. J'adhère pas non plus à mon gouvernement. J'ai vu comment vous aviez claqué Olivier Véran de manière assez violente. Alors, est-ce que ça vous a coûté quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose, ça a dû faire plaisir à beaucoup de Français. Maintenant, si on veut qu'une entreprise marche, il faut que tout le monde soit dans l'enthousiasme. Et la France, c'est une entreprise avec des gens qui sont quand même de sacrée bonne qualité. Ils sont éduqués, il y a eu un certain nombre de choses. Et d'un côté, on a mis... les riches et les nantis d'un côté, qui ont pris des gens gilets jaunes qui étaient des pauvres cons non éduqués. Et voilà encore un coup du binaire. Comment on peut sortir de ça dans une vision qui, politiquement, amènera tout le monde à se dire « Ouais, ok, je travaille avec enthousiasme pour mon pays ». Moi, j'ai observé un pays que je vais citer, qui est proche de cœur, que j'ai visité, qui s'appelle le Rwanda. Alors, si vous parlez du Rwanda, aujourd'hui, on va vous dire que c'est un dictateur qui dirige, parce qu'il faut être dans le binaire ou dans le non-binaire. Alors qu'en fait, je suis allé voir, c'est un sacré endroit dynamique pour l'entreprise, avec un, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire, on peut le dire ici, pourquoi pas un dictateur éclairé, mais en tout cas, il fait bien avancer les choses, avec enthousiasme, et tout le monde est dans l'enthousiasme du travail, et tout le monde travaille. Aujourd'hui, je pense que tout le monde n'a pas envie de travailler, parce que, franchement, beaucoup de gens ne sont pas contents de, entre guillemets, ce gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un après possible? Alors, est-ce que c'est une autre république? Est-ce que c'est un nouveau système? À quoi on peut faire rêver les Français en écoutant Sud Radio ou d'autres médias en dehors du mainstream? Excusez-moi de la question longue. Non, pas du tout. D'abord, je dirais pas que la France est une entreprise. L'entreprise, c'est une chose extrêmement importante, mais gérer comme la France comme une entreprise, justement, on sait très bien que ça n'a pas... Une entreprise, elle est faite pour faire du profit. Alors, la France est faite pour faire, d'abord, le bonheur, en tout cas le bien-être de ses concitoyens. Alors, je ne vais pas rentrer dans une conférence qui va durer 3 heures là-dessus. Je dirais simplement ceci. Est-ce qu'on cherche, parce que vous voyez, vous parlez des gilets jaunes. Mais pourquoi les gilets jaunes sont descendus? Ils sont descendus parce que quand vous avez un agriculteur qui travaille tout le temps, qui prend 2 jours de vacances, 4 jours de vacances à 800 € par mois, eh bien, je vais vous dire, c'est anormal.
C'est anormal. Vous pouvez prendre tous les critères que vous voulez, tous les trucs que vous voulez, faire les calculs que vous voulez, faire les constructions que vous voulez, très savantes. Ce n'est pas normal, dans un pays comme la France, en 2023, qu'un agriculteur se suicide un agriculteur tous les 3 jours. Pourquoi ? Et je parle d'agriculteurs, mais il y aurait d'autres choses à dire. C'est pas normal. Ça veut dire que sous prétexte de gouvernement et de management, vous avez eu 2 choses. Un management qui se fout totalement, encore une fois, peut-être pas des 80%, mais de la population, des gens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois ou 1 200 euros par mois, etc. Et il y en a. Mais surtout, qui se fout complètement, je vais dire, et c'est ça le pire, qui se fout complètement de ce qui va arriver avec la concurrence. Quand vous pensez, et franchement, il faut voir, que nous avons vendu nos bijoux de famille, combien d'entreprises, attention, militairement, stratégiques, extrêmement importants, je ne vais pas citer Alstom, je ne vais pas citer Atos et compagnie, ont été vendus. Pourquoi ? Quand vous voyez aujourd'hui que nous achetons, rentrons dans le détail, alors c'est ça les managers, mais je les virerai pour incompétence, pour médiocrité. Quand vous pensez qu'aujourd'hui nous achetons aux Azéris, qui ont fait ce qu'ils ont fait au Haut-Karabakh, du pétrole russe raffiné par les Azéris, et évidemment beaucoup plus cher, et vous voyez ce qui se passe dans les pompes, et vous voyez le nombre de boulangers et d'artisans qui sont en train de crever parce que, à cause de l'électricité. Nous avions les centrales nucléaires, nous avons toujours. Mais attention, on a dit on va les supprimer 50%. Nous achetons du pétrole russe raffiné en Inde au prix fort. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Moi, je vais vous dire, d'abord, faisons un audit. Faisons un véritable audit des gens et je reviens à la méritocratie. Moi, je veux des gens, je m'en fous qu'ils soient de gauche, de droite, d'en haut et d'en bas. Ils sont compétents ou ils ne sont pas compétents ? Ils font leur boulot ou ils ne font pas leur boulot que nous payons. Je rappellerai, hein. Vous savez, François Hollande, merveilleux, il disait « c'est pas cher, c'est l'État qui paye ». C'est qui l'État ? C'est qui l'État ? Donc, si vous voulez, je ne sais pas si c'est un despote éclairé ou pas, mais il faut d'abord des gens qui ne pensent pas à se servir, mais à servir le pays. Et surtout, il faut des compétences. Parce que ce qu'on ne dit pas et qu'on voit très bien, le nombre de gens qui s'en vont, je parle des diplômés, tout ça, qui vont en Chine, aux États-Unis ou en Inde ou ailleurs, c'est pas normal. Et je ne parle pas que de la France, hein. Je parle aussi de l'Europe. Quand je vois, oui, et je voulais parler du Covid, quand je vois, parce que la démocratie, elle va avec l'entreprise, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas le despotisme, on sait très bien dans les dictatures. Vous parlez du Rwanda, monsieur, mais vous savez ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui ? Au Rwanda aujourd'hui, il y a quand même ce problème des terres rares et du Congo. On envoie des forces rwandaises essayer de prendre les terres rares. Donc le Rwanda a très bien, et puis je ne rappellerai pas ce qui s'est passé au Rwanda il n'y a pas très longtemps, hein, 1 million de morts à la machette. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut et pourquoi je dis une démocratie, c'est important. Parce que quand, par exemple, j'apprends que nous avons acheté, et je ne suis pas anti-vaccin ni pro-vaccin, ce n'est pas le problème, que Mme Ursula von der Leyen, pas du tout élue, a acheté au nom de l'Europe, donc au nom pour 400 millions d'Européens, elle a acheté pour 40 milliards, ou un peu plus, à M. Bourla, le PDG de Pfizer. Très bien. On demande à Mme von der Leyen, depuis 2 ans et demi, de montrer les contrats. Pas moi, demande, les parlementaires européens, au nom d'une transparence de base. Eh bien, on ne les a pas. On ne les a pas. Mme von der Leyen dit « Ah non, mais je n'ai pas à vous montrer les contrats, ça ne vous regarde pas. » On l'a appris un peu par l'Afrique du Sud. Elle a demandé, M. Bourla, on dit « Monsieur Bourla, venez nous parler, le PDG de Pfizer, très bien, venez nous dire ce qui s'est passé au Parlement européen, élu par 400 millions d'Européens. » Eh bien non. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, personne n'a eu, jusqu'à présent, sauf quelques-uns et encore, le contrat qui lie l'Union européenne au laboratoire pharmaceutique. C'est tout. Je ne parle même pas d'être pour ou contre, etc. Enfin, c'est ça la transparence. C'est ça ce dont on parle. Et on nous parle de démocratie. On dit attention, il faut faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez, tout ça est lié. Comment voulez-vous que les entreprises, vraiment, et que les start-up, et que les gens qui créent, au lieu d'être là, moi j'aimerais savoir où sont ces milliards, je voudrais savoir combien on a dépensé. Je veux savoir aujourd'hui, simplement, écoutez, on est les copropriétaires de la maison, ok ? France. Eh bien, copropriétaire, quand vous avez une propriété, vous retournez avec les copropriétaires, vous faites l'audit chaque année, pourquoi ça a été dépensé ici ou là.
Eh bien, aujourd'hui, avec Internet, avec la technologie, on peut le faire. Pourquoi? Moi, je veux savoir très bien. Dépenser, formidable. Payer mes impôts, on est totalement d'accord. Vive les impôts. Mais ils servent à quoi? Vous faites telle ou telle transaction. Ce n'est pas du secret défense, ça. Je ne vous demande pas de révéler les secrets de guerre. Je vous demande d'expliquer comment vous avez dépensé notre argent. Voilà. Et on revient aux startups et on revient au sujet. Si vous n'avez pas, quand même, vous ne pensez pas qu'il y a des gens ici, là, ailleurs, à Cholet, à Angers ou ailleurs, qui n'ont pas besoin de 4 milliards, qui ont besoin, vous venez de dire, voilà, 200 000 euros ou tant, etc. Est-ce que vous ne croyez pas franchement, et je ne dis pas ça du tout parce que nous sommes ici, vous ne croyez pas franchement qu'il pourrait être dégagé, et non pas par l'État, parce que c'est l'État qui paye, peut-être par le département, peut-être par la décentralisation, je ne sais pas, en tout cas, une autorité indépendante, une trésorerie indépendante, bien sûr, de tout conflit d'intérêts, et qui viendrait dire, ah oui, là, ça a l'air intéressant, on l'étudie, on voit, évidemment, on prend le temps de voir, et on dit, ça, c'est intéressant. Si vous voulez, moi, je crois que le plus important, c'est pas quel pouvoir, c'est primo arrêter le capitalisme, enfin arrêter, en tout cas limiter, parce qu'on ne va pas rêver, le capitalisme de connivence, limiter les pouvoirs et avoir vraiment de contre-pouvoirs. Parce que notre problème aujourd'hui en France, je veux dire, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il est là le problème. On dit démocratie, excusez-moi, c'est le partage des pouvoirs. Pauvre Montesquieu, il s'est retourné dans sa tombe 400 000 fois, là. Où il y a les pouvoirs? Il y a le pouvoir exécutif, bah, d'accord. Le pouvoir législatif, il est où? Le pouvoir judiciaire, n'en parlons pas. Donc, il y a là, rétablissons déjà des choses que nos ancêtres ont fait et qui étaient des choses extrêmement fortes. Et ce n'est pas l'égalité, l'équité, la méritocratie, etc., que ce soit à l'école ou ailleurs. Remettons un peu, c'est pas c'est pas le travail d'Hercule. Les choses à plat et les choses qu'il faut, c'est pas retourner en arrière. C'est, je dirais, encourager la transparence, encourager la création et enfin encourager la liberté. Tu évoquais l'importance de la diversité et puis l'importance de l'ancrage territorial. Tu as devant toi des chefs d'entreprise qui ont pour beaucoup une très forte ambition de développement et qui, malgré le contexte culturel que tu décris et qu'on connaît depuis des décennies en France, ont réussi avec une énergie incroyable à sortir de ce qu'on appelle la dev zone, c'est-à-dire une situation où on a des besoins, on ne trouve pas les ressources, mais on continue effectivement à poursuivre son projet, à poursuivre son rêve, et on arrive à une situation où on crée certaines entreprises qui réellement changent le monde. Moi, je prétends que dans la salle, il y a des entreprises, je ne prétends pas, ce matin, elles l'ont démontré à travers leurs actions, qui sont en train de changer le monde, de par justement ce nouveau modèle proliférant de technologies issues d'une recherche un petit peu plus longue. Ce qui apparaît aussi, c'est que l'ancrage local est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre dans des grandes agglomérations parce qu'il fallait 2 emplois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais l'inertie fait de sorte qu'on continue à être stocké dans les grandes agglomérations, alors que l'essentiel de la compétitivité future peut se construire dans des lieux qui sont des lieux ruraux, des petites villes, etc. Et pour arriver à faire ça, le sens, l'encouragement, le fait de considérer que c'est important est quelque chose d'important. Et le débat public en France n'est pas encore tourné vers ça, c'est-à-dire vers ce que tu dis d'une part pour encourager l'initiative, vers l'importance des territoires, et cette mutation culturelle qu'on attend, comment est-ce qu'elle pourrait arriver? Comment est-ce qu'elle peut C'est très simple, hein, ce que tu dis, je ne sais pas, moi je ne me prononce pas là-dessus, je ne connais pas assez, j'en connais beaucoup moins que toi, mais par l'exemple. La seule chose qui fera bouger, c'est l'exemple. C'est quelqu'un, quelqu'une, un groupe d'hommes, de femmes qui fait des choses et qui le montre. Et alors à nous, et là je reviens à la médiatisation, de montrer que ça existe, de les faire connaître, de le faire savoir. C'est le savoir-faire, c'est vous. Le faire savoir, c'est nous. Et en tout cas, quand je dis nous, moi je représente une toute petite partie de cela, mais c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que la chose qui change, c'est l'exemple. Les déclarations, on peut faire 400 000 déclarations, c'est très bien, mais quand quelqu'un va montrer que, par exemple, je ne sais pas, sur tel ou tel projet que vous avez montré ici, la personne dit, regardez, ça marche. Ça se passe mieux sur un territoire que sur un autre, par exemple. L'accueil est meilleur. Là, on a un exemple précis. C'est vrai. Voilà, quelqu'un qui nous a dit, il était sur un territoire, l'environnement était un peu hostile. Il a pu créer les conditions de son déploiement dans un environnement où il y a une place du village, où il y a des acteurs qui permettent la diversité, qui permettent les rencontres et qui permettent l'accès aux ressources. Oui, mais qu'il le fasse savoir. Oui. Ça ne suffit pas simplement de dire « Ah là, j'ai réussi dans mon village ». C'est que je le fais savoir. À l'arrivée, ça crée un climat. Bien sûr, mais il faut aller plus loin. Parce qu'il y a des tas de gens, je suis sûr, qui partagent la même énergie, mais ils ne le savent pas.
Et je ne dis pas que tout le monde est entrepreneur. Je dis simplement que c'est très important, et l'exemple, et de faire savoir cet exemple. D'autres questions dans la salle ? J'en profite pour remercier Céline aussi, Céline Alonso qui est avec nous, qui font une émission remarquable le vendredi. Moi, j'ai notamment été très séduit par celle que vous avez faite avec Alexandre Jardin. L'émission quotidienne, et je crois que c'est la deuxième audience quand même du midi, si je m'abuse. C'est la première audience. La première, pardon. La première, c'est mieux que la deuxième encore. Donc, Tu parlais, alors, je vous recommande un livre, tu dois le connaître, hein, c'est le dernier livre d'Agnès Verdier-Molinier, Où va notre argent ? Vous voyez qui c'est, Agnès Verdier-Molinier, elle est directrice de l'IFRAP, ouais, qui fait un énorme travail justement d'audit permanent hein, des finances françaises, et son dernier livre est très éclairant. Hein, c'est le titre, c'est « Où va notre argent ?» Et elle viendra d'ailleurs ici, en Grande Vendée, en 2024, nous parler de ce livre. est-ce que... Non, mais au moins, tu vois, il faut toujours mieux savoir faire un constat lucide. Voilà. Mais bon. Est-ce que, je ne sais pas, moi, Jean-Michel, qui par exemple développe un projet qui propose des solutions totalement innovantes en matière d'agriculture, pour rebondir sur ce que disait André sur le sort des agriculteurs, parce que l'idée c'est à la fois de créer de l'innovation, mais aussi de s'appuyer sur l'existant et de créer des liens avec les acteurs existants. Oui, je pense qu'effectivement, comme vous dites, la clé c'est le lien, c'est de faire quelque chose et de le faire savoir, c'est ce que vous avez très bien exprimé. Mais je pense aujourd'hui que c'est compliqué aujourd'hui de trouver le bon lieu, les bonnes personnes, les bons relais, même si on a plein d'organisations et on a plein également de structures qui sont soi-disant là pour ça. Je pense qu'il y a une rencontre, et cette rencontre, elle est faite effectivement avec des hommes et des femmes. Et par contre, il y a quelque chose qui aujourd'hui est très important pour moi dans ce que vous avez dit, c'est le fait de valoriser le travail. C'est qu'effectivement, on regarde tous ici autant qu'on est, on est des gens qui, pour la plupart, on travaille énormément, ou on a travaillé énormément, et on continue de le faire. Et on passe aujourd'hui un peu pour des sortes, aux yeux de certains, du hurluberlu, quoi. C'est-à-dire de gens qui sont un peu atypiques, parce qu'on n'est pas dans les 35 heures, parce qu'on est dans des délais et des fonctionnements qui leur paraissent anormaux. Et pourtant, c'est en partie, et je le dis très modestement, c'est en partie grâce à nous, les entrepreneurs, les gens qui lâchons rien, qui essayons malgré la difficulté que vous avez décrit aussi de la France avec toute cette complexité de normes, d'administratifs qui nous tombent et qui nous croulent sur la tête sans arrêt. On arrive effectivement à passer tous ces caps et finalement à essayer de proposer quelque chose. Mais on est dans un pays quand même très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai. Moi, je ne crois pas que c'est compliqué. Je crois simplement qu'il y a beaucoup de gens qui ont cédé, qui s'en foutent. Soyons absolument clairs. On parlait du travail, mais moi, je connais beaucoup de gens qui disent « Attendez, moi, je ne suis pas là pour le travail. Moi, je suis là pour vivre ma vie. Mes parents, oui, on pensait qu'à travailler, etc. Moi, je ne suis pas là. J'ai une vie. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Ce qui m'intéresse, je prends exprès à rebrousse-poil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller travailler pendant 6 mois. J'en connais beaucoup. Et puis après, pendant 6 mois, je vais faire un gros voyage. Et puis, je reviens. Je n'ai aucun... C'est-à-dire, il y a ça aussi. Il faut bien voir, il y a 2 choses. Il y a d'abord de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont... Il faut le savoir, ce n'est pas notre cas, peut-être ici, j'espère. Mais enfin, les gens qui nous cassent du mois ne savent pas comment ils vont finir le mois. Alors on peut se dire, bon, ben, qu'ils se débrouillent, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a toujours eu des gens qui traînaient la misère, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez des manipulations et les gens en profitent avec racolage électoral ou autre pour les embrigader dans un certain nombre de choses. Et donc, pourquoi la France, encore une fois, regardez le classement PISA, regardez l'industrie. On a désindustrialisé pendant 40 ans. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas du tout occupé, encore une fois, droite et gauche confondues. Ça n'a rien à faire avec le droite ou gauche. On a laissé partir des... Vous savez, nous c'est le tertiaire. Donc, paracétamol, en Chine. Doliprane, en Chine, etc., etc. Et quand on se trouva fort dépourvu, quand la bise du Covid fut venue, à dire, ah là là, mais où sont les médicaments ? En Chine.
Où sont les masques en Chine? Où sont ceci, cela? C'est extraordinaire. Quand on pense que ces gens-là, non mais moi, ça me fascine. C'est beaucoup plus facile pour moi, ministère de la Parole, que pour eux. Mais quand même, mais de qui ils sont entourés? Où sont les conseillers scientifiques? Parce que c'est là le problème. Où sont les gens de compétence? C'est ça. Et alors, quand tu me dis, Laurent, oui, mais bien sûr que c'est important. Heureusement qu'il y a des tas de gens qui commencent ici et maintenant, soit dans un village et dans un bourg. C'est fondamental, c'est vrai, et heureusement. Et heureusement. Mais quand même, quand je me dis qu'au sommet, nous avons mis des gens, par l'élection ou par ailleurs, qui ne voient pas ça, qui ne voient pas l'importance de cela, et qu'il faut encore, je veux dire, qui sont encore en train qui ont désindustrialisé vraiment, on le sait tous, qui ont effectivement bradé un certain nombre d'industries extrêmement importantes, heureusement pas tout. Enfin, écoutez, c'est pas normal, c'est pas le Zimbabwe, c'est un pays comme la France. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais on ne va pas parler dessus. On va parler de l'avenir. Et bien, de l'avenir, on aurait besoin justement de gens qui prennent le mors aux dents. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais qu'on ait, je vais vous dire ce que j'aimerais qu'on ait quelques milliardaires, comme en Amérique, ce n'est pas une question de richesse, qui secouent le cocotier. Et je vais vous terminer là-dessus. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais que Elon Musk, ou c'est comme Solzhenitsyn ou Trump. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez comme imbécilité? Solzhenitsyn, c'est l'archipel du Goulag. Il a vécu dans sa chair les camps de travail en URSS et il a expliqué ça dans l'archipel du Goulag et le monde entier a su ce qui se passait, même si on le savait avant. Il m'a dit, oui, mais justement, en URSS, pour dénoncer l'état profond du soviétisme et du communisme, il fallait quelqu'un qui ait l'expérience des camps et qui ait le talent et le génie de le raconter. En Amérique, pour dénoncer l'état profond américain, eh bien, il fallait un milliardaire. Parce que, comme Trump ou comme Musk, parce que s'il n'avait pas des milliards, il se serait fait casser les reins avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Eh bien, en France, j'attends, je ne sais pas s'il y a des milliardaires, très sincèrement, j'attends les gens qui vont dire, attendez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'on en est là, il ne faut pas se raconter des histoires, ça va, c'est pas qu'on va s'effondrer. Mais on est dans une espèce de machine qui roule et on se dit, bon, ben voilà, écoutez, on verra. Pour le moment, ça marche bien. On est au 60e étage, on chute, mais au 40e étage, jusqu'ici, tout va bien. Ben, j'ai pas envie qu'on arrive au 10e étage, franchement, ni vous, ni moi. Donc c'est pour ça que des rencontres comme le vôtre, c'est très important. Mais il faut j'espère que ça va se généraliser aussi. Sachant, André, ici, dans la salle, j'aimerais bien que Thierry, Jean-Luc ou Rémi, Boris prennent la parole. Tu as des personnes qui sont ancrées sur une base locale, mais ont le monde pour horizon. Ils sont ici ce soir, mais ils ont des marchés qui sont mondiaux. Des entreprises les plus développées aujourd'hui, la base locale est importante, et ensuite les réseaux mondiaux sont importants. Et les choses peuvent se recomposer à travers des projets de cette nature, à travers aussi le fait que l'appropriation du numérique, il y a 3 entreprises qui ne sont pas là aujourd'hui, l'une d'entre elles était là, qui ont eu un rôle majeur dans ce qu'a été la construction des systèmes de partage de données fondés sur le consentement des personnes, des écosystèmes de partage de données. Là, on peut avoir des projets qui font naître dans un modèle européen, qui peut être original, et des territoires qui font naître des projets qui ont le monde pour horizon, qui est un petit signe d'espoir. Alors, je ne dis pas que le contexte national, la culture nationale n'a pas d'importance, mais ça serait bien qu'ils prennent la parole un peu pour tout à fait. Et j'aimerais savoir savoir justement, mais moi je ne connais pas, et là je ne demande qu'à apprendre, au contraire, j'aimerais savoir si aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils font, enfin, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour faciliter, pour aller plus loin? Est-ce qu'ils sont parfaitement contents de leur sort, ou est-ce qu'ils estimeraient que dans le contexte actuel, il y aurait des moyens d'aller plus loin, et lesquels? J'aimerais beaucoup entendre. Je ne sais pas si... Merci, je vais essayer non pas de vous répondre, mais déjà de remercier tous les chefs d'entreprise qui sont ici, parce que c'est une bagarre sans fin, en fait. On est dans un pays où on fabrique des feignants, donc c'est dur, c'est très très dur. Bon, moi j'ai bientôt 64 ans, donc ma vie a été faite, ça y est, c'est bon. J'ai fait un choix quand j'avais 35 ans. J'ai fait un choix suite à un problème que j'ai eu avec un laboratoire pharmaceutique qui a mis sur le marché un produit qu'on avait audité et qu'on avait refusé.
Et 6 mois après, il a fallu le mettre quand même sur le marché. Donc il y a eu des morts, des effets secondaires. Enfin, les urgences appelaient de partout. C'était une catastrophe. Donc je suis parti. Mais vous voyez, M. Berkoff, le problème, c'est que moi, je suis parti et les autres sont restés. Donc c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire d'éthique, mais profonde. Et vous l'avez dit, il faut non pas parler, mais montrer, faire. C'est l'exemple qui fait la différence. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, moi, là-dessus. Après, les espoirs d'une entreprise, je pense qu'ici... L'expérience est un bon exemple. Ton expérience entrepreneuriale est une bonne exemple. Non seulement tu es parti, mais tu as constitué... il faut repartir. Oui. J'ai dormi 1 mois dans ma voiture, donc oui, je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés. Mais moi, j'ai toujours eu le moral. Donc, mais il y a des gens, moi je croise, j'ai des copains chefs d'entreprise qui souffrent énormément parce qu'ils ont la niaque de garder le moral, mais des fois c'est dur. Pour eux, c'est dur. Nous, ici, on n'a que des créateurs. Est-ce que tu veux dire en 2 mots ce que tu fais aujourd'hui? Ce qu'est ton entreprise? Mon entreprise fait plusieurs choses. On fait de la recherche fondamentale sur la qualité de l'eau dans la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière quand on a une eau osmosée, une eau isolante, une eau dynamisée, etc. Parce qu'il y a beaucoup l'eau est un sujet où on n'est vraiment qu'au début, en fait, puisque notre corps est constitué à 75% d'eau, le cerveau à 92%. Je travaille beaucoup avec j'ai créé un consortium de 9 scientifiques, en fait, indépendants, parce que je ne voulais pas qu'ils fassent partie de l'État. Et ce sont des gens brillants qui nous aident à faire des audits, justement, et qui nous aident à avoir des réponses et des études sur les publications. Des publications, on sait aujourd'hui qu'il y en a 80%, vous pouvez les mettre à la poubelle, ils ne servent à rien. Donc nous on essaie de chercher et de publier des choses saines sur ce qu'on peut trouver, et ça peut changer énormément de choses sur la santé. Je crois qu'il y a des gens ici qui font aussi des choses très 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 intéressantes. On a des liens communs, et moi je pense que c'est difficile en France, pour finir, par un système éducatif qui est complètement tronqué, en fait. Voilà. Alors, à côté, je peux vous en parler, mais plus longuement si vous le désirez, parce que j'ai un autre métier gratuit depuis 35 ans. C'est que j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître au Japon qui s'appelait Maître Kase, qui était envoyé par l'empereur du Japon pour nous éduquer sur l'art du budo, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que les gens connaissent de la Fédération des arts martiaux en France ou en Europe, qui n'est plus éducatif. On peut avoir sa ceinture noire en 2 ans et se faire casser la gueule en 3 secondes dehors. Donc c'est un système éducatif qui verticalise l'être. C'est apprendre à sauver sa vie et sauver celle de l'agresseur. Voilà. Tant qu'on n'aura pas compris ce système d'éducation qui passe par d'autres moyens, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a plein d'autres, en fait, avec des gens en France formidables, hein, vraiment, mais qui ne sont pas mis en avant et qui nous mettent aujourd'hui dans des situations difficiles pour les chefs d'entreprise qui cherchent des employés qui soient dignes de ce nom et sains d'esprit. Voilà. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'éducation, c'est fondamental, et l'éloge de la gratuité, c'est aussi fondamental. Pardon. L'éloge de la gratuité. Oui. L'éloge de la gratuité, c'est aussi fondamental. Et tu es à la tête aujourd'hui d'une entreprise qui est leader chez Biocop pour vendre des produits de substituts à des produits pathogènes, produits capillaires, etc. On forme. Tu ne peux pas cacher qu'aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise confirmé, avec un beau potentiel de croissance, malgré tout ça. Et pour moi, c'est la formation. C'est la formation. Donc le but, en plus, c'est de donner des produits gratuits dans les soins palliatifs. Vous voyez, donc c'est le but de ma boîte, et je veux aller jusqu'au bout de ça. Voilà. Et j'irai. Et on a un autre gros projet sur la santé, très très gros, très très gros. Les chefs d'entreprise seront invités d'ailleurs pour qu'ils se reposent un peu, parce que c'est très compliqué. Mais bon, Jean-Michel est au courant, et puis Laurent aussi. Je vous remercie. Bonsoir. Donc moi je voulais vous remercier pour ce que vous venez de nous dire, hein, qui nous fait du bien. Enfin, moi je partage pleinement tout ce que vous avez dit, c'est formidable. Et en même temps, ça m'apporte énormément de stress. Et donc j'ai 2 questions à vous poser. C'est est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui de créer une entreprise et de pouvoir se développer en France? Nous, on a vraiment un projet qui est complètement dans le rêve et dans l'ambition, en ayant créé
créer des habitats flottants. Habitat flottant pour l'hôtellerie de luxe ou pour l'événementiel. C'est vraiment un projet qui fait rêver avec un côté écologique. Finalement, c'est assez difficile d'implanter notre Anténéa en France. On voit que le marché va se développer beaucoup plus dans le monde. Notre terrain de jeu est le monde. Donc, est-ce que c'est encore possible, avec tout ce qu'on vient de se dire, d'imaginer de s'implanter en France? Parce que c'est vraiment affolant. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez un milliardaire qui pourrait nous aider? Allez, je prends mon téléphone. Non, d'abord, je vais vous répondre, ça va vous paraître paradoxal, plus que jamais c'est possible. Plus que jamais c'est possible, d'abord pourquoi? Et ça va relier à la seconde question. Primo, le milliardaire, vous pouvez le chercher partout. Je la pouvais implanter en France. Le problème, c'est évidemment de travailler à diminuer un certain nombre de paperasses, si vous voulez, le problème, c'est qu'à la France, on a créé il y a des Gulliver qu'on traite à Lilliput. C'est pas possible. Il y a un certain nombre je ne dis pas qu'il faut tout, je n'ai pas dû faire du libéralisme à tout va, c'est pas le problème. C'est que vous pouvez plus que jamais, parce que, encore une fois, ce qui va nous avancer, ou alors on sera une espèce de club méditerranéen où les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Indiens viendront nous jeter des noisettes pendant qu'on les récitera du Baudelaire. Oui, on peut devenir ça, quoi. Une espèce de pays musée, on a tout ce qu'il faut et c'est très bien. Enfin, je ne crois pas que c'est vraiment le but ultime. L'autre chose la plus importante, c'est que justement les recherches et tout ça, aujourd'hui, vous êtes dans la mondialisation. Elle existe, cette mondialisation. Bon, donc, le milliardaire ou les milliardaires, on va tâcher d'en voir, mais ils sont partout. Et ils sont intéressés, pourquoi? Pas seulement pour vos beaux yeux. Ils sont intéressés parce que ce que vous dites sur le luxe, l'industrie du luxe, ne s'est jamais paradoxalement aussi bien porté, on le sait, ici et dans le monde. Parce qu'on voit très bien ce qui marche aujourd'hui, c'est les restaurants de luxe n'ont jamais été aussi pleins en France comme ailleurs, il faut le savoir, et je ne parle pas de LVMH et compagnie. Donc, de toute façon, si vous avez un projet qui tient, aujourd'hui, on est dans une transparence et on est dans une transversalité absolument planétaire, il y aura des gens qui seront intéressés, à vous évidemment de défendre vos droits et de faire attention à ce qu'on ne vous vole pas l'idée. Mais enfin ça, voilà, je veux dire, il faut vous dire au contraire, moi je ne suis pas du tout, quand je vous dis ce que je vous dis, je ne suis pas du tout désespéré parce que je crois, alors totalement au facteur humain, à l'action humaine, totalement, même avec l'intelligence artificielle et ChatGPT, qui ne changeront rien sur le fond. Je veux dire, sur le fond du fait que c'est à l'homme, à la femme, de voir ce qu'elle a envie de faire et d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Donc, je crois au contraire. Moi, je crois que ça doit être un stimulant pour dire, écoutez, vous savez, on savait que c'était impossible, c'est pour ça qu'il l'a fait. Ça reste slogan, absolument valable. Merci. Oui, bonsoir. Et merci effectivement pour tous vos mots réconfortants. On se retrouve, c'est d'ailleurs formidable. On boit vos paroles et effectivement, c'est comme un catalyseur. C'est-à-dire tout ce qui était sous-jacent, tout ce qu'on pensait, vous le révélez et ça devient parfaitement clair. Merci pour nous éduquer, je vais dire. Je m'appelle Thierry Brizard et je suis le patriarche d'une famille qui a une petite société qui s'appelle Archéocéan et dont le but, il n'y a qu'un seul but. Le but, c'est favoriser l'exploration des océans en lançant des multitudes de petits drones parce qu'on pense effectivement que c'est la seule façon efficace de voir ce qui se passe dans l'océan. Aujourd'hui, on lance des gros drones sous-marins qui valent plusieurs millions effectivement d'euros et ça reste des tas d'épingles, bien évidemment. Ils voient juste autour de leur environnement. Donc nous, on se dit que si on avait une technologie qui permettait économiquement de lancer des centaines, voire maintenant des milliers, on est sur des projets où il y a 3000 petits drones sous-marins, eh bien on aura une grande antenne, on aura une grande surface effectivement de contact avec les phénomènes que l'on veut observer, et ainsi on pourrait beaucoup mieux développer l'exploration sous-marine. Et comme vous le savez, c'est la planète B, la mer et les océans seront notre planète B, on n'en aura pas beaucoup d'autres, on parle de l'espace, mais c'est pas dans nos capacités aujourd'hui technologiques et économiques
d'aller chercher des ressources supplémentaires dans l'espace. Par contre, la mer est à portée de main. C'est compliqué. Mais effectivement, il y a quand même cette... Monsieur, c'est vous qui fabriquez ces drones Oui, c'est nous qui les fabriquons. Et surtout, les moyens de les guider. Ouais. Et en fait, je vais revenir sur ce que vous disiez. C'est une idée simple qu'on a eue en 2008. À l'époque, c'était pour des applications militaires. Et on n'a absolument pas changé. C'est-à-dire qu'on a continué à pousser, à évangéliser, en fait, hein, c'est important, mais l'idée est très simple, elle peut être exprimée. Il y a très peu de gens qui m'ont dit non, c'est complètement ridicule. Non, ils comprennent effectivement que face à l'immensité de l'océan, c'est la multitude qui va faire la différence. Et en fait, on s'est acharné à la démontrer depuis 2008. Et on a fait des expérimentations réussies en 2020, en fait, hein, en 2020, en ayant le record du monde de petits drones déjà lancés. Et là maintenant, comme je vous le dis, on est sur des projets de 3000. Et en fait, on suit exactement ce que vous dites. Tant qu'on fait des PowerPoint, tant qu'on fait des belles allocutions, ok, ça sert pas à grand-chose parce que les gens sont là et disent mais attends. Coco, démontre-moi ce que tu viens de dire. Et quand on le démontre, les gens sont un peu surpris, mais en fait, c'est des petits cailloux qu'on met sur la route, effectivement, de la crédibilité. Et j'ai rencontré, moi, un milliardaire, je vous le dis. J'ai mis 30 secondes à le convaincre. 30 secondes. D'ailleurs, ça a étonné énormément Laurent. 30 secondes à le convaincre. Parce qu'en fait, il était convaincu. Il m'a dit, ah oui, tes petits drones, mais je suis persuadé que c'est le futur de l'exploration de l'océan. Combien tu veux? Voilà, j'ai dit un chiffre. Trop bas, évidemment. Un mois après, j'en ai un autre. Mais il a suivi complètement. Et sans me demander de business plan, j'avais un business plan que je lui ai envoyé, il ne l'a pas lu. En fait, c'est simplement sur la confiance qu'il avait. Et maintenant, ça nous met une pression absolument incroyable. C'est qu'il ne faut pas le décevoir. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé encore de démontrer et on n'a pas besoin d'autres motivations. Donc, tout ça, je me retrouve dans ce que vous dites, on se retrouve. Ça nous met des pressions pas possibles. On est un peu comme cette fusée-là, qu'on peut aller très haut, mais pour l'instant, on est juste à 50 cm au-dessus du sol et on risque de se casser la gueule à tout moment. Tous les grains de sable peuvent nous faire tomber. Donc, c'est pour ça que je vous remercie pour ce que vous avez dit. C'est excessivement fort. Personnellement, je vais repartir super gonflé. J'espère que cette interview est filmée. Je vais pouvoir donner ça à mes équipes et on va vous écouter de nouveau. C'est très important. Et je conclurai sur quelque chose. Mais c'est moi qui voulais vous remercier parce que je veux dire, vous m'avez donné une idée. J'espère, voilà, c'est une entreprise. Enfin, elle est de taille très. Mais vous voyez. Ça me donne une idée, je vais vraiment m'atteler à la radio, à la télévision, j'espère, à faire une série sur tous ces innovateurs. Vous voyez, quand vous me parlez de ce drone, on va faire une émission, mais il faudrait évidemment faire une série d'émissions. C'est évident, c'est passionnant de montrer. Oui, bien sûr, totalement français. Totalement français. C'est quelqu'un de très éclairé, c'est clair, un humaniste. Enfin bon, voilà, parler à ces personnes, ça vous donne des complexes parce que... Tu voulais conclure, Thierry, tu voulais dire... Oui, je voulais conclure sur la France. Mais c'est vrai que la France me donne tous les moyens, effectivement, pour me développer. Alors, il est vrai aussi que c'est pas toujours le niveau de financement que je souhaiterais. Je fais pas beaucoup de marge et quelquefois, mes contrats, même, je les fais à perte. C'est pour ça qu'il me fallait effectivement ces augmentations de capital. Mais la France, elle croit dans cette technologie. Et en fait, là, je dois avoir 5 ou 6 contrats en cours de négociation principalement avec l'État français. Donc oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible en France. Alors, c'était pas comme ça au début. Hein. Je reconnais que, suivant à l'endroit où on est dans la société, enfin dans la progression de la société, c'est pas toujours aussi facile, mais c'est vrai qu'il faut passer cette vallée de la mort, comme tu l'appelles, la death zone. Voilà. Mais est-ce qu'Olivier peut dire 2 mots sur ce qu'il fait sur Asuvia, Jean-Luc sur GEPS, Boris sur Live Signature, André a bien connu Jacques Benveniste, ce sera intéressant d'avoir juste un petit flash, mais voilà, peut-être très rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais... Je précise, alors pour répondre à ta question, que la journée a été enregistrée en vidéo, et donc ce sera disponible en replay, comme on dit, sur une chaîne YouTube du CERA, le
CERA, qui est un think tank d'entrepreneurs vendéens. Voilà, donc on vous enverra le lien vers cette chaîne YouTube. Merci beaucoup André, on s'est vu tout à l'heure. Je me permets de te tutoyer, merci beaucoup, c'est très rafraîchissant effectivement ce que tu dis. Et puis chez Asuvia on t'écoute beaucoup, donc merci pour ton discours. Chez Asuvia on est une équipe assez jeune, on est moyenne d'âge à 28 ans, et on est une quinzaine de personnes, des ingénieurs et des docteurs, et on fait de la dépollution des eaux, donc par un procédé biotechnologique, donc des bactéries et des plantes. Et puis on a essayé de faire quelque chose d'esthétique en fait, esthétiquement désirable pour promouvoir la technologie. Ce qu'on veut, c'est dépolluer les eaux très polluées pour pouvoir les réutiliser après. Et juste avant de rendre la parole, tu disais à un moment de quoi vous avez besoin, mais finalement, quelque part, on attend, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on n'attend pas grand-chose de l'extérieur. Tout à l'heure, tu as dit c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. L'abnégation, c'est un mot-clé chez nous que l'on a compris comme effectivement clé, et les 4 cofondateurs au départ, on n'avait rien, on était en coloc, on a fait 3 ans de développement sans se payer, et honnêtement c'est aussi ce qui nourrit notre quête de sens, notre envie de se lever le matin. Évidemment on espère que ça changera dans le futur, mais voilà, tes mots résonnent lorsque je les écoute. Ben, bravo à vous. J'ai le micro, je profite. Je m'appelle Boris Seffron. En fait, je suis suisse ici en France, et je vais juste vous faire une remarque et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que j'ai une carrière internationale. Maintenant, je me trouve ici à faire de la recherche, et c'est juste extraordinaire. La France est un pays extraordinaire, et j'en profite et j'en suis ravi. Mais il y a une chose qui me choque terriblement, c'est l'arrogance française et la manière dont on travaille avec les gens. Je travaillais avec des Anglais, avec des Américains, des Allemands. Ça n'a pas été facile. Mais avec les Français, c'est extrêmement difficile de travailler en équipe. En quel sens? Concrètement, le Français veut se mettre en avant, il veut se mettre ce côté brillant en avant, et il joue rarement l'équipe. Et j'en ai souffert énormément. Là, on est une équipe qui est toute petite et qui est juste extraordinaire, donc je n'ai pas du tout ce problème, et j'en suis ravi, sinon je serais déjà parti. Mais j'ai beaucoup souffert de ce caractère français revendicateur. Je sais que ça fait partie de l'histoire, et d'ailleurs dans la politique, je compare la politique suisse et la politique française, c'est des pays qui sont totalement différents, qui ont une histoire qui est différente, les tailles sont différentes, mais en Suisse, on s'écoute, on se respecte. J'ai une histoire qui est extraordinaire que je vais vous raconter, qui s'est passée il y a 3 ou 4 ans, c'était juste avant le Covid. Le parlementaire suisse, le chef du parti socialiste suisse, qui doit aller à la remise de diplôme du bac, en Suisse ça s'appelle autrement, mais peu importe, de sa fille. Et le type qui est à côté, qui est un parti de droite, lui dit « Mais tu n'as pas ta fille qui va recevoir son bac ?»« Si, mais là on vote aujourd'hui, je ne peux pas y aller. » « Écoute, c'est pas grave, tu y vas, je vote à ta place. » Il part, il croise le chef du parti UDC, donc l'extrême droite qui n'a rien à voir avec la France. Et là, le type dit « Mais tu pars ?»« Oui, parce que j'ai le bac. »« Mais c'est à quelle heure ?»« Mais tu n'auras pas le temps. Attends, je te fais appeler ma voiture avec des policiers, comme ça tu peux courir là-bas. » En Suisse, ça n'existe pratiquement pas, mais lui, il avait ça. Et ça, pour moi, ça montre une image que ce sont des hommes qui ont des idées totalement différentes, mais qui se respectent et qui s'écoutent. Et je trouve ça, c'est une image extraordinaire, c'est une histoire vraie, vous pouvez vous la retrouver sur Internet facilement. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais en 2 mots ? Oui, ici, en fait, j'ai repris un projet de 30 ans, donc j'ai aucun mérite, et qu'on fait avancer, qui est à la base de ce qu'on a appelé, pas forcément juste, la mémoire de l'eau. Et en fait, on utilise cette information. Un certain Jacques Benveniste. Exactement. Et en fait, notre objectif, c'est de remplacer des molécules chimiques. Et aujourd'hui, on est parti sur les pesticides avec enfin des vrais résultats. On va remplacer les pesticides chimiques par de l'eau informée. Voilà. D'abord, je voudrais juste dire un mot quand même sur la Suisse. Mais évidemment, vous avez la chance d'être un peu plus petit que nous, du point de vue population. Mais moi, il y a quelque chose, je ne suis pas le seul, je dis moi. La votation, le référendum, la manière dont vous exercez votre démocratie participative, encore que j'aime pas ce mot, mais enfin, c'est formidable. Je veux dire,
nous, le dernier référendum, ça a été en 2005. 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne telle qu'on l'a présentée. On s'est assis dessus et on a tout refilé avec le traité de Lisbonne. Je ne dis pas qu'ils avaient raison ou tort, mais on est soi-disant en démocratie par le peuple, pour le peuple. Depuis 2005, on est en 2023, il n'y a pas eu et il n'y aura pas l'ombre du commencement d'un référendum en France. Moi, je trouve que vous, les Suisses, vous avez de ce point de vue-là, ce côté votation, ce côté se dire, bon, ben, vous votez. Je ne dis pas que c'est une révolution. Je dis quand même que cette participation, elle est tellement importante. Ce qu'on ne comprend pas, là, vraiment, c'est que les gens, pourquoi ils sont comme ça? Ils se sentent, ils disent, de toute façon, ça se passe au-dessus de nous. De toute façon, on ne peut rien faire. Donc, on ne fait rien. C'est ça le problème. C'est que si vous ne motivez pas, vous le savez, vous ici, vous motivez vos équipes. Mais si vous ne motivez pas les gens à quelque part participer d'une manière ou d'une autre, mais vraiment pas participer en faisant des conseils citoyens où le chef parle pendant 3h30 et les autres écoutent, eh bien, c'est très important, ça, la votation. Je ne dis pas de voter du matin au soir pour n'importe quoi, mais si on n'a pas ça, on se dit, bon, écoutez, de toute façon, vous nous racontez des histoires, on vous écoute, on préfère écouter les émissions où vous nous racontez, où vous catchez et vous racontez des bonnes punchlines et vous vous fichez sur la gueule, pardon de l'expression, et puis voilà, le reste, oh, on sait très bien, tous les mêmes. Et on arrive aux tous les mêmes, et on arrive aux tous pourris, et on arrive à ça. Et c'est très très mauvais parce que c'est pas vrai, tous les mêmes, c'est pas vrai, tous pourris. Mais il donne l'impression. Parce qu'en étant en vase clos, vous savez, on revient à ça. Le problème, c'est les Ménines de Velázquez. Le problème, c'est la dégénérescence de gens qui s'auto-congratulent, qui s'auto-coagulent, qui s'auto-perpétuent. Or, attends, on est dans un monde où tout ceci n'a aucune... Ça n'est plus comme ça que ça se passe. Donc, de ce point de vue, c'est pas mal la Suisse. Sauf que c'est plus facile chez vous que chez nous. Merci. Oui, bonjour, Jean-Luc Langeroche. Donc, moi, je suis un des 2 cofondateurs de GEPS Techno, fondé en 2011. Et nous, on développe des systèmes qui récupèrent l'énergie l'énergie des vagues en mer pour l'utiliser en mer et pour faire de la communication. Voilà. Et j'ai envie de dire, donc, créé en 2011. Donc, on commence à avoir un peu de bouteille et on a eu l'occasion, on va dire, de pratiquer le milieu économique français et les réseaux. Moi, je prends ça, je vais dire, avec un peu de recul, en me disant, de toute façon, j'ai fait beaucoup de rugby dans ma jeunesse. Quand on rentre sur le terrain de rugby, il y a des règles, il y a des pratiques, il y a des fois l'arbitre qui fait des choses. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. On n'a pas forcément les moyens de les changer et on a quand même les moyens d'avancer, quel que soit, je vais dire, le contexte dans lequel on est. Un peu comme Thierry en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été plutôt bien. Mes premières commandes, elles venaient de l'État français et ça m'a permis derrière d'enclencher à l'export. Donc, le contexte est ce qu'il est. On joue avec les règles qu'on nous donne. Des jours il pleut, des jours il fait soleil, et puis, ma foi, on continue à avancer. Mais tant mieux. Bonsoir André, je suis Anne Bernardelli, je suis cofondatrice de la société Bucoled. Et nous, on ambitionne de soigner les gens par la lumière. Donc ça s'appelle la photobiomodulation. On est persuadé que c'est la méthode de soins d'avenir qui, un jour, j'espère, remplacera les médicaments. Et donc, j'aime beaucoup tes émissions, je les regarde régulièrement, je me régale en regardant tes émissions. Et je voulais te remercier d'exister et de faire toutes ces émissions. Et par rapport à l'aspect politique, on est nombreux à être vraiment dépités par la situation de la France. Et ma question, c'est est-ce que devons-nous vraiment attendre qu'un milliardaire change les choses ou pouvons-nous, à notre niveau, faire des choses et qu'est-ce que nous devrions faire? Alors, je vais vous répondre par une petite histoire, une grande histoire. On va pas... Vous savez, quand on dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Je rappelle une chose très simple, 2 choses très simples. 1940, l'Allemagne a envahi la France, l'Allemagne occupe la France, toute l'Europe est tombée. Et il y a un colonel qui part pour l'Angleterre avec 3 pelés et 4 tondus, 3 pelés juifs et 4 pelés maurassiens antisémites, et qui dit « La France, c'est moi ».
Il va à Londres, la France, c'est moi. Mais c'est qui, toi? Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de mythomane démago qui dit la France c'est moi, la France c'est moi, la France est occupée, etc. Voilà, la France c'est moi, je m'installe parce que dans 4 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas quoi, ça va changer et nous on sera à la table des vainqueurs, alors qu'ils sont si pelés et trop attendus. Ce que je veux dire simplement par là, dans n'importe quelle situation, et les situations les plus dramatiques, et on peut dire que si les situations dramatiques, c'était bien celle-là, eh bien quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui dit on peut changer les choses. Voyez-vous, vous parlez de la lumière, je ne sais pas, je ne connais pas, on la reparlera. Mais au début, évidemment, qu'on va vous traiter, oui, bah, cinglés, les médecines parallèles, les nanas charlatans. Vous savez ce qu'on a entendu pendant la période du Covid, hein? Les plus grands épidémiologues de France et de Navarre, connus dans le monde entier, c'était des charlatans, évidemment. Évidemment. Bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est pas nouveau, ça ne changera pas. Churchill, il est nommé, je parle de mai 1940. Churchill, on dit fumeur de cigares, buveur d'alcool, il dit comment on nomme ce pochetron à la tête du... Et puis, là aussi, la France est tombée, et Halifax et Chamberlain vont voir Churchill, il dit, écoute, il faut négocier maintenant avec Hitler et Mussolini, ils vont raser l'Angleterre, on n'a personne, on est tout seul, on est à poil, donc maintenant il faut négocier. Il dit négocier Hitler et Mussolini. Il dit mais oui, mais enfin c'est fini. La France est tombée, on n'a plus personne. Il dit attendez, je vais appeler Franklin Roosevelt. Très intéressant, mai 1940. Franklin Roosevelt, notre ami américain, notre allié, il va nous envoyer des armes et des hommes. Il appelle Franklin Roosevelt. Et l'autre lui dit écoute, mon cher Winston, tu sais qu'on t'aime bien, mais nous on est neutres. Hein. C'était 1 an avant Pearl Harbor. Donc il dit nous, oui, je comprends, c'est terrible, on est avec toi, on n'aime pas Hitler aussi, mais enfin, l'Amérique, elle est neutre, elle n'a pas rentré là-dedans. Donc il se retrouve seul, l'Angleterre seule. Et qu'est-ce qu'il va? Il réfléchit, il va voir le roi, etc. Et 2 mois après, il dit nous allons nous battre sur terre, sur mer et dans les airs. Je veux dire, je prends exprès des exemples extrêmes historiques pour dire que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, s'il a envie de se battre, aide-toi, le ciel t'aidera, aide-toi, l'État t'aidera, aide-toi, le milliardaire t'aidera. Chacun d'entre nous, à sa manière, au contraire, doit se battre. C'est tout, je veux dire. Alors après, à chacun ses moyens, à chacun sa mesure, à chacun son village ou à chacun sa surface. Mais la volonté, c'est pour moi fondamental. Le courage et la volonté. Voilà. Bonsoir, j'avais une question pour... M. Berkhoff sur la politique publique. Je représente B-Conseil, qui est une société de financement, de conseil de financement public de l'innovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 9 milliards qui sont déboursés chaque année à 30 000 entreprises. Il y en a 200 qui trustent 50% de ces 9 milliards et qui ne représentent pas 50% de l'emploi français qui serait à générer. Donc il y a un biais très très fort vers les grands groupes qui ont les moyens, pour certains, il y a eu même des scandales sur le fait que les projets n'étaient pas réels. Je ne sais plus si c'était Sanofi ou autre chose. Je pense que ça ne se passe pas dans des PME où on n'a pas le temps de monter des magouilles pareilles. Et je voulais savoir votre point de vue et ce que la politique pourrait faire pour orienter plus du financement public vers des projets de PME, justement. La question que je vais vous poser, monsieur, tout à fait, c'est une vraie. Qui décide de l'attribution, de la proportion d'attribution entre les grands groupes, du point de vue des assurances, comme vous disiez, entre les grands groupes et les TPE, PME? Aujourd'hui, 2 dispositifs, c'est CIR et C2I. CIR, c'est Crédit Impôt Recherche, et c'est là que ce n'est pas plafonné, alors que C2I, c'est plafonné. Donc le biais, c'est déjà la construction structurelle de C2I contre CIR. Après, c'est l'administration fiscale qui accepte les dossiers avec l'appui du ministère de la Recherche. Ouais. C'est-à-dire que la question que vous posez, elle est fondamentale, évidemment. C'est comment on attribue, mais ça revient à la question dont on posait, c'est-à-dire qui attribue et comment. Et encore une fois, on revient à la transparence. Vous avez tout à fait raison. Il est évident que par rapport, c'est-à-dire, on devrait distribuer en fonction de ce que je vais dire une banalité de base, mais de ce que cette compagnie produit. Moi, je veux savoir, je veux dire, effectivement, les grands du CAC 40, c'est très bien qu'on les aide, on crée des emplois. Enfin, ils créent aussi énormément d'emplois à l'étranger, très bien, ils vendent à l'étranger. Mais encore une fois, les attributions doivent se faire en fonction de ce que ça rapporte au pays, de ce que ça rapporte du point de vue de l'emploi, du point de vue du reste.
Mais ça, nous entrons dans autre chose. Et vous savez très très bien, on va pas citer un certain nombre de cas, mais quand on sait, encore une fois, comment sont attribuées un certain nombre de choses, et je vais vous dire, pour moi, pour revenir à comment on replace, j'étais scié, les ministres ou les chefs de cabinet des ministres, regardez ça un jour, donnez-vous la parole, ça vous parle 2 heures. Comment dans des gouvernements, comment on recase. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vraiment, je reviens de l'Héménide de Velasquez, ils sont tous recasés. Vous avez réussi ou pas, vous avez été nul, incompétent ou pas, vous êtes recasés. Et encore une fois, c'est sur tous les gouvernements, hein, je ne parle pas du gouvernement actuel simplement. Je trouve ça mais scandaleux. Je veux dire que si vous avez été incompétent dans ce que vous avez fait, je ne parle même pas des malhonnêtetés ou des malversations, mais si vous avez été nul, et non, aucune importance. Non, mais là, il faut que vous fitiez parce que ça ne fait pas bien, mais vous allez être recasé. Et recasé très bien, et recasé avec des mensualités tout à fait confortables. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ce qui est absolument inacceptable dans un certain nombre d'entreprises, etc., est absolument normal à l'aune de l'État ? Et encore une fois, n'oubliez jamais que vous êtes les patrons et que, quand j'ai dit vous êtes les patrons, nous sommes tous les patrons et que nous employons ces gens, que nous payons, pardon, excusez-moi, que nous payons tous. Alors moi je veux bien, mais qu'au moins qu'ils fassent le bout de job, qu'ils fassent les compétitions. Est-ce que c'est normal que nous ayons des présidents qui étaient les commentateurs de leur propre inaction ? Mais attendez, ce n'est pas des journalistes, on ne demande pas des journalistes au pouvoir, on demande des gens qui font le job, et il y en a qui le font. Il ne faut pas non plus, je ne vais pas faire une critique généralisation populiste. Je dis simplement que quand quelqu'un ne fait pas son job, on le vire, mais qu'il se débrouille, mais on ne lui donne pas tout de suite. Et je peux vous donner 50 exemples comme ça, une merveilleuse petite cage, magnifique, un endroit protégé, chauffé, nourri, logé, blanchi. Et très bien. Non, c'est pas possible. Là aussi, ça ne s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une plutocratie. Et c'est pas ça qu'on cherche. Jean-Michel. En fait, c'est sur la jeunesse. Oui. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais en fait, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de chef d'entreprise qui a un centre de formation CFA. Donc, j'ai vu les jeunes évoluer depuis 20 ans. Et je suis assez surpris du résultat aujourd'hui, même si je fais une généralité qui est pas surpris belle. Positivement ? Non, justement. Et de l'autre côté, donc, je suis porteur d'un projet, effectivement, et c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, autour justement d'un concept simple qui est la reproduction de ce que fait la nature, c'est-à-dire on part des biodéchets pour emmener effectivement jusqu'à la production d'aliments ultra bio. Ça, c'est une idée dont je lui rends, mais effectivement avec plein de vertus. Donc on est dans une économie circulaire. Et là, le problème, et je le vois ici, c'est quand on va dans des événements comme ça, c'est extrêmement régénérant. On voit des tas de porteurs de projets, vous, qui sont, j'allais dire, magnifiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des idées superbes, ils ont la ténacité, ils ont le travail qui va avec, etc. Et le problème, et je le vois parce que je donne toujours des cours, malgré un emploi du temps pléthorique, parce que je me dis, il manque ce lien. En fait, ce lien de dire, regardez cette entreprise qu'elle fait ou ce qu'elle est porteuse. Et je pense que ce lien, vous qui êtes homme de médias, comment vous pouvez trouver la solution pour que les jeunes ne soient plus systématiquement sur un système qui est principalement, non pas éducatif, mais principalement de loisirs, et que du coup, il leur reste plus assez de temps pour voir qu'à côté d'eux, ils ont des choses magnifiques. Ça, c'est une vraie question, je pense, pour l'avenir. C'est une vraie question et c'est une très vaste question. Je pense que c'est lié à l'école, à l'éducation, c'est lié aussi à la famille et aux parents. Vous savez, c'est une transmission de valeurs. Quelles valeurs on transmet? Alors, effectivement, encore une fois, moi je vous dis, il n'y a pas de généralisation. Moi, je connais des jeunes, effectivement, de 20-25 ans, qui sont... Mais c'est vraiment, on revient au facteur humain et à l'équation, qui sont formidablement débrouillards, qui sont en train de se débrouiller, qui font des choses dans divers domaines. On ne va pas les énumérer, il faudrait 5 heures, mais il y a des gens. Et il y a des gens qui n'en ont rien à faire.
Alors, après, on pourrait remonter, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est effectivement le fait que, par exemple, alors là, si je voulais médiatiquement, je trouve hallucinant qu'il n'y ait pas plus d'émissions qui seraient vraiment des émissions positives, pas au sens BA, pas au sens tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, au sens, attendez, il y a des gens qui font des choses, et c'est passionnant. Et ils jouissent de ça, et ils adorent ça, et ils font, et ils se... Mais c'est, vous savez, moi, mon métier, on me dit, mais attends, j'ai passé l'âge de la retraite, mais que je ne sais pas ce que c'est la retraite. Le jour où je ne pourrai plus, je ne pourrai plus, mais je ne saurai jamais ce que c'est la retraite. J'en ai rien à battre de la retraite. Le jour où physiquement je ne pourrai pas, bah, j'arrête. Mais c'est ça le plus important. Si vous n'avez pas même pas de passion, on ne va pas parler de passion, si vous n'avez pas l'enthousiasme de ce que vous faites, la curiosité de ce que vous faites, l'envie de ce que vous faites, quel que soit, à quelque niveau, à quelque spatial que ce soit, bah, évidemment, vous allez dire, bah, écoutez, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je voyais l'autre fois, on a pu un témoignage. Un type, il dit, vous savez, les gars, c'est très simple. En France, voilà, moi, je suis handicapé, j'ai un handicap intérieur. Ça fait rien, je vais toucher l'allocation adulte handicapé. Et moi, les crétins qui travaillent, je les emmerde, pardon l'expression, mais c'était sur tous les réseaux sociaux et c'était pas un fake news. Et il disait, moi, je vais toucher ça et ça et ça. Qu'est-ce que je fais, moi? J'arrive, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut toucher en France? Et c'est même pas sur une question de migrants ou pas de migrants. Je regarde, et c'est du boulot, hein, c'est une entreprise. Je regarde ce qu'on peut toucher en France sans vraiment se fatiguer. Eh bien, j'analyse, je vois, est-ce que c'est par la polygamie, est-ce que c'est par ceci, est-ce que c'est par cela, est-ce que c'est par la CAP? Je regarde. Et puis je vois que ça me fait aller 2500 € par mois, et même si je suis à l'étranger, je les touche. Bah, formidable. Bah, quel pays magnifique, quelle ivresse, formidable. Et lui, mais attendez, moi je veux dire, mais il a raison de penser ça. Si le système est bâti pour dire aux gens, attendez, de toute façon, vous vous occupez de rien. Alors, moi, je suis pour le système de santé, effectivement. C'est formidable que tout le monde puisse se soigner. C'est fondamental. C'est pas que c'est une question d'argent. Pas les riches ou les aisés peuvent aller, les pauvres peuvent crever. Et bien sûr, c'est minable. Mais qu'il n'y ait pas des niches où vont se réfugier quelques petits bulldogs ou quelques petits chihuahuas pour grignoter, eh ben c'est emmerdant. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, c'est à la fois une question d'éducation, c'est à la fois une question d'envie, c'est à la fois une question d'émulation, et nous avons notre rôle à jouer, nos responsabilités, mais c'est à la fois où on récompense comment on travaille, comment on se met dans le système pour faire que le travail soit récompensé, le travail soit récompensé de diverses manières, et c'est fondamental. Sinon, ils diront, mais et qu'est-ce qui se passe? Et c'est merveilleux, parce que qui arrive là, qui fait les Chinois, les Indiens, tous les BRICS, les gens qui arrivent, ils disent, entendez-vous, l'Europe, allez, ça va, vous avez été très bien, maintenant vous avez fait des choses formidables, pendant des siècles d'histoire, maintenant allez, reposez-vous, couchez-vous, on va s'occuper du reste, puis écoutez, on n'a plus besoin de vous, vous êtes très sympa, mais couchez-vous. C'est ça, on est là-dedans aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, on est dans un monde qui a basculé. Il ne va pas se basculer en 3 ans. On ne va pas s'empêcher de boire du vin et de manger, et heureusement. Mais il a basculé, ce monde. C'est ça, la dédollarisation du monde a commencé. Pourquoi ça se passe comme ça en Amérique? C'est parti dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais c'est parti. Qu'est-ce que c'est 5 ans ou 10 ans dans l'histoire du monde? Donc, il faut bien voir le whole picture. Et pour revenir à nous, attends, est-ce que tu préfères attendre, ne rien faire et attendre de voir comment tu peux te débrouiller, ou tu as envie de faire des choses. Mais de faire des choses, et c'est très important, parce que tous ne peuvent pas faire des choses formidables qui les passionnent. Mais voilà, qu'est-ce qu'on récompense? Où on met, fondamentale question, où on met le curseur? Où on dit, à partir de cette limite, vos tickets les plus valables? Il est là le problème. Or, le flou artistique, depuis des décennies, là-dessus, il règne. Ah non, monsieur, pas, mais là, tu peux te débrouiller, là, tu peux te débrouiller. Eh ben, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller travailler pour 1500 € quand je peux avoir 1500 € autrement? Mais oui, et c'est normal. Pardon de vous le dire ça, la nature a horreur du vide, c'est normal. Voilà. Si vous ne dites pas, attendez, le chômage, vous le touchez, mais à côté de ça, c'est très bien, vous êtes touché à un bon chômage, un chômage qui vous parle, mais vous travaillez à côté, je ne sais pas, travaux d'intérêt général, j'en sais rien, c'est autre chose. Mais si on leur dit, attends, le type va dire que je sois jeune ou moins jeune, mais de quoi vous me parlez? Vous voulez que je me tue pour un boulot à 1400 € par mois,
alors que je peux le gagner autrement. Faut quand même revenir un peu sur terre, là. Dire, voilà, où sont les injonctions? Et qui donne les injonctions, c'est très bien. Si vous n'avez pas d'injonction, c'est la carotte et le bâton. Pardon, c'est pas nouveau, mais il est là. Et je crois que c'est avec et l'éducation, les médias, et surtout une manière de dire, attendez les gars, il y a quand même des limites. Peut-être la relocalisation, tu parlais de la Suisse, l'idée qu'à l'échelle de communauté, on construise des règles, on développe un certain nombre de projets communs, peut faire partie de ces rebonds. Mais c'est la culture de l'initiative. C'est-à-dire comment tu vas amener des gens à dire, écoutez les gars, là c'est vraiment intéressant. Et ça existe. Et évidemment que ça existe. Évidemment. On va dans des villages, dans des villes. Moi j'étais à Bergerac il n'y a pas longtemps. Pardon, je vais vous donner un exemple. J'étais au Québec. Le week-end dernier, j'étais à Montréal. Et il y avait quelqu'un, et on est allé le voir, il nous a des expériences de village. Je dis ça, Laurent et Jean-Michel. Vous savez ce qu'il faut maintenant? Ils se disent, on ne peut plus compter sur les gens. Eh bien, on va faire, lui, l'agriculture, lui, les fruits, lui, les légumes, lui, la viande, etc. Et ils s'organisent comme ça, en coopérative. On n'a plus besoin, on s'auto-produit, on existe, non pas en autarcie, mais on fabrique tout ce qu'il faut pour avoir, évidemment, pour ne pas manger de... Vraiment. Et ils font toutes les cultures. C'est le troc. Pardon? Le troc. Presque le troc. Non, mais il y a l'argent. Ah bon? Mais non, il y a l'argent. C'est très intéressant. Non, c'est pas le troc, c'est... Toi, voilà, l'autosuffisance. C'est-à-dire, toi, tu fais du poulet, toi, tu fais, toi, tu fais tel... Et c'était extraordinaire, parce qu'on voyait, ils s'organisent en village, ils se retrouvent sur la place, ils disent, de toute façon, on a de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre, ça va. On fait notre propre électricité, et voilà. Donc, à tous les niveaux, ça peut se faire. Après, c'est l'initiative. Voilà. Bien. Bah, merci. Muriel, dernier. Non, c'est pas possible sans micro. Micro. Le micro. Juste vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez le droit de parler sur tous les médias? Est-ce que vous avez le droit de parler auprès des politiques, etc. Ça nous ferait du bien de savoir si vous avez le droit de leur dire tout ça. Sur tous les médias, sûrement pas. Sur le mien, oui. Sur le mien, franchement, j'ai le droit de dire tout ça, je le dis. Ce que je vous dis ici, je le dis à la radio. Je le dis dans les émissions de télévision où je passe, mais j'avoue que je suis absolument tricard dans un certain nombre de radios et de télévisions où, évidemment, je passe pas. Je passais il y a encore 10 ans, je passe plus aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est normal, pas grave. Mais vous êtes invité aux conférences de presse, tout de même, de l'État ou des choses... Je ne vais jamais aux conférences de presse. Parce que les conférences de presse, ce sont des éléments de langage dont on connaît tout, qui sont préparés par quelques conseillers en communication, où vous avez une avalanche de clichés qui est pire que tout. Je ne vais pas aux conférences de presse, très sincèrement. Non, j'écoute, je vois, vous savez, on n'a pas besoin d'aller aux conférences de presse. Tout est là, tout est sur AFP, tout est sur Internet, tout est partout. Donc on sait. Mais moi, je peux vous dire très très vite que celui qui a un langage de langage, on voit très bien ce qu'il dit, et il est là pour, n'oubliez pas, son problème est de masquer la réalité en fonction de ses intérêts. C'est normal, c'est le jeu. On ne va pas dire en politique, écoutez, ça ne va pas du tout, etc. Non, ça va très bien, on avance. Par exemple, quand il y a l'attentat, je vais à l'attentat, moi ministre, et je dis, je condamne très fermement cet attentat. Et puis je rentre chez moi. En attendant le prochain attentat, où je vais redire, je condamne très fermement cela. Voilà. Bah, moi, je peux juste sur ce sujet-là apporter un témoignage. D'abord, André était président du Presse Club, qui rassemble l'ensemble des journalistes français. Donc, il était très longtemps sur les chaînes publiques. Et moi, j'aurais tendance à dire, dans la période actuelle, bon, même si moi, j'ai plutôt une appétence, pour différentes raisons, à voir les choses plutôt positivement, on est dans une période où à la fois il est essentiel de livrer au débat des choses étayées, c'est-à-dire portées par des gens qui ont travaillé le sujet, et on est dans un contexte où l'environnement a plutôt tendance à être relativement frileux, c'est-à-dire plutôt raser les murs pour essayer de faire de sorte qu'on traverse cette période en arrivant, je ne sais pas trop comment, vers des temps plus calmes. Moi, mon sentiment personnel, c'est que
des personnes comme André, quel que soit, et je pense fondamentalement qu'il n'a pas changé en termes de position personnelle depuis que je le connais, c'est important parce qu'il donne la parole, il délivre les choses, il met les choses sur la table. À partir de quoi on s'en saisit pas. Bien sûr, on n'est pas censé être d'accord sur l'ensemble des opinions qui sont exprimées lorsqu'il s'agit d'opinions. Mais l'essentiel du travail qu'il fait, c'est de livrer des choses au débat. Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, j'essaie d'écouter à peu près tout, de lire à peu près tout. C'est pas forcément le cas lorsqu'on a des postures qui sont davantage liées à l'idéologie, quelle que soit l'idéologie d'ailleurs. Voilà. Donc c'est très sain d'avoir des acteurs comme André, pour moi, dans un débat public. Voilà. Mais si, là où je suis, je préfère, bien entendu, voir toujours les signes d'espoir, mais il est toujours pertinent de voir l'environnement tel qu'il est. L'environnement, il est pas noir, il n'est pas blanc, il est gris, mais il est un peu complexe. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui travaillent, qui regardent, qui scrutent et qui livrent. Oui, Laurent, je voudrais juste donner un dernier exemple, leur personnel, enfin, de mon activité. Quand il y a eu, vous savez, le gazoduc, le sabotage de Nord Stream, on a parlé où effectivement ça a arrêté l'approvisionnement en pétrole. On disait ce sont les Russes, non les Ukrainiens, non les Américains, non les Norvégiens, etc. Moi j'ai dit attendez, ça m'intéresse. Je voudrais savoir, moi je sais rien, comment ça marche un gazoduc, comment est fait un gazoduc et comment on peut saboter un gazoduc comme Nord Stream. Alors je vous donne un exemple très précis. J'ai dit qui ? Eh bien j'ai appelé un ingénieur, enfin les mines et un ingénieur du pétrole qui travaille là-dessus depuis 10 ans est venu raconter. Il a raconté de quoi c'est composé, de quels matériaux, comment on peut le saboter, etc. J'ai fait sur YouTube 1,5 million de vues. Alors qu'il était totalement inconnu, et c'est pas moi, c'est pas pour moi que j'ai fait 1 million de vues, c'est sur ce qu'il a dit. Et j'en arrive à ça, le plus important en tout cas, pour moi mon métier, c'est de montrer la mécanique. C'est pour ça que je prends des gens, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas tout cela. Je veux amener, que ce soit chef d'entreprise, etc., des gens qui pratiquent, des gens qui sont dans leurs compétences et qui nous montrent et qui montrent au public, et c'est fondamental, comment ça marche les choses. Parce que sinon, on parle de rien. Sinon, on parle, on dit, ah oui, mon opinion, gauche, droite, etc., très bien, oui, on bavasse pendant 10 ans, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on ait des gens qui ont la compétence, qui font leur métier, qui font leur boulot, qui savent ce que c'est, de ce dont ils parlent, et qui nous donne vraiment voilà, comment ça marche. Voilà, un vrai journaliste, André Berkoff.